Michel Debray, l'académicien. Alors, mille pardons aux internautes et puis à mes deux invités, enfin à nous trois, pardon à nous trois. Le web est saturé de chez saturé et il vient d'y avoir une autre coupure. Je relance la machine avec ce texte que tu lisais, Jean-Luc, et qui nous a vraiment intéressés à tous les trois. Alors, il faut à que propos je de la ville. retrouve à propos de la ville. À propos de la ville, désolé, vraiment, désolé, mais on n'y peut rien du tout. Ce sont les risques du direct. Alors, le voilà, ce texte. Ma ville. Donc, c'est un poète qui s'appelle Jean-Pierre Vinit, V-I-N-I-T, qui fait partie de la dizaine de poètes sélectionnés pour notre concours Poésie Cap 2020, lequel concours, on peut déjà le dire, on le répétera au cours de l'émission, 23 rue Racine, si vous passez par là, le vendredi 21 mars à partir de 17h30, on se retrouvera pour connaître les résultats, le résultat final de ce concours, et tous ceux qui ont suivi notre émission, Poésie Cap 2020, peuvent se retrouver là. Ils pourront même acheter des livres avec un pourcentage de solde, et on pourra boire un petit coup de sympathie. Oui. Et ça sera donc vendredi 21 mars à partir de 17h30, 23 rue Racine. Et on relira ce poème. Comme pas très loin de l'Odéon. Absolument. Et je rappelle aussi. Place de l'Odéon. Je rappelle aussi que l'année prochaine, de nouveau, il y aura un concours. Et que ceux qui ont raté le coche par rapport à des envois ou qui découvrent actuellement les émissions poétiques, eh bien, ils peuvent nous envoyer et dire sûr. Que c'est pour le deuxième concours. Bien sûr. Bien sûr, tu as tout à fait raison, Pierre. Alors, je lis ce poème donc de ce Jean-Pierre Vinit parmi les poèmes sélectionnés. Je relis. Ma ville. Moi, ma ville, c'est New York, c'est Paris, c'est Marseille. L'insolite tumulte au parfum de la rue, les destins ajoutés où tout se dépareille à flâner l'air du temps et autres impromptus. C'est le camion poubelle, à 5 heures du matin, un relent de gazoil qui monte à la fenêtre, pour un jour comme un autre et peut-être un béguin fidèle inattendu ou parti comme un traître. Ma ville, c'était hier, quand encore quelques champs accueillaient la pucelle sur l'herbe effervescente, défendant mollement le soutien-gorge blanc d'une fièvre confuse et unique tourmente. C'est aussi un amour perdu dessous les toits d'un immeuble audacieux à l'implicite entrée. L'ascenseur est en panne et l'escalier de bois craque encore sous les pas d'un amant passager. Des bobines défilent à la petite semaine, les métrages oubliés des ombres citadines, au ciné permanent, la comédie humaine déplie les strapontins aux fesses enfantines. Moi, ma ville, c'est ma terre, mes racines en béton, Brooklyn, la Canebière, la rue des Morillons. Ma ville, c'est ma poussière, mes embruns d'horizon, macadam réverbère et Paname au balcon. Ça fait un peu penser oui. à Macorlan. Un peu à Macorlan, c'est vrai, tout à fait. Ben, c'est de la poésie. Comme il parle de racines, même si elles sont béton, on sent qu'il y a des racines. Bien sûr. Alors j'ai reçu un autre poème aussi curieux pour dire que nous sommes vraiment métis dans cette émission. On reçoit de toutes sortes de choses et on n'est pas uniquement la poésie macadam ou la poésie intellectuelle ou la poésie post-surréaliste ou la poésie post-lyrique et je ne sais quoi. Un poème étrange que j'ai bien aimé, d'ailleurs le poète est sélectionné aussi. Il s'appelle Mohamed Guelmi. Il a d'abord envoyé un poème en kabyle qui s'appelle L'exil et la détresse. Bon, j'ai dit la traduction, je ne vais pas lire du kabyle. Je ne doute pas du talent de Pierre Sellos et de Jean-Claude Carton. Mais le kabyle, bon. Alors voilà la traduction, L'exil et la détresse. C'est un poème tragique, c'est tout à fait d'un autre registre. Ah oui, bien. La mort est le lot de tout le monde. Alors je mourrai, je me résigne. Se réjouisse qui voudra, et gambade à son aise. Mais un jour, à son tour, il mourra, et m'apportera des nouvelles fraîches. Le voyage que j'ai entrepris aux mers est un voyage sans retour. J'ai perdu jusqu'au souvenir des amis qui m'ont aussi oublié. Je vis égaré au milieu des Français,
Et lorsque j'évoque ton souvenir, ô mer, il n'y a que Dieu qui puisse me consoler. Le voyage que j'ai entrepris, c'est un saut dans l'inconnu. Au pays, les figues fraîches foisonnent et les oliviers regorgent de fruits. Comment puis-je guérir, voué au dénuement de l'exil? C'est beau. C'est très très beau. Et ça c'est pareil. Alors, moi, j'ai tendance non pas à comparer des auteurs, C'est beau, ça. mais à comparer des états d'esprit. Des Et je inspirations. dois dire que ça me fait penser un peu à la saudade portugaise. Oui, 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 Il oui. y a une nostalgie, et c'est poignant en fait. Tout à fait. Et Là, c'est c'est très de la beau. poésie tragique, mais pas, Oui. pas larmoyante. Non, non, C'est- justement, c'est la c'est pas po- leur- Voilà la poésie de l'exil. Voilà. C'est un mot qu'on dit partout. Non, mais ça, c'est la Ça, vraie. c'est réel. Ça, Voilà. c'est réel. Oui, C'est oui. c'est très beau. Vraiment, il y a toutes sortes de choses. Ah, moi, C'est un très- plaisir, en Ah fait. oui, 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 tout à fait. Alors ça, c'est une toute petite jeune femme. Je ne devrais pas le dire, mais je l'ai rencontrée une fois. Je ne dirais pas où, si par hasard elle gagnait, mais c'est à vous de voir. Que l'on voit ton visage. Oui, oui, surtout quand je parle d'une jolie fille. Bah oui. Alors, Aïe, 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 il est terrible, il est terrible. Elle signe Marina Pesic, P-E-S-I-C. Elle est charmante, elle est douce et visiblement, dans la vie, elle a été très, on va dire, violentée. Vous voyez, au niveau psychique, à tous les niveaux. Et elle nous sort un poème magnifique. Poète posthume. Alors, moi, je suis désolé, Pierre, on n'est pas gai, mais je voudrais être un oiseau bleu. Titre d'un poème d'enfant. Souvenir des joies d'antan. L'enfant, article posthume, a choisi sa plume pour dire « nous fûmes ». Je voudrais être un oiseau bleu, déployer mes ailes, m'envoler comme eux à l'espoir fidèle. Je voudrais être un oiseau bleu, découvrir l'horizon, ce qui se cache derrière nos visions, et choir sur un monde merveilleux. Je voudrais être un oiseau bleu, fuir l'amertume, la détresse, survoler monts et mers, acquérir sagesse et liesse. Je voudrais être un oiseau bleu qui rende heureux ceux qu'il aime, qui liberté, joie sème. Je suis d'avance un poète posthume. Je prends mon élan, tu me devances, exil ou exhume, parc ou bitume, les rimes, mon bilan. Je voudrais être un oiseau bleu, et choir sur un monde merveilleux. Je voudrais être un oiseau bleu. mais ça, tu avais raison de dire que c'est de l'écorché et c'est aussi de la blessure il y a longtemps et dans l'enfance. Tout à fait. Mais on est tous à la recherche, enfin moi en tout cas, on est tous à la recherche, je dirais, d'une partie de l'enfant que nous fûmes. Et moi je prétends même l'être resté. Oui. Mais c'est quelque chose, c'est aussi une recherche de racines d'une certaine façon. Absolument. Et toi, tu as ton micro bleu, Pierre? Oui, Oui. je sais, pas l'oiseau, mais faut que je pense de temps en temps, en effet. Il faut que je me dise, c'est une grosse glace et je vais en profiter pour la manger. Ça, c'est son côté gourmand. Absolument. Son côté, je dirais pas, parce qu'on va tomber dans la psychanalyse de dernière zone, Oui, mais ou dans si. la sexualité qui va faire qu'on va être censuré. Oh mon Mais Dieu. tout de même, là, Ouais. c'est une gourmandise oui. légèrement insolite. Là, il De toute faudrait façon, j'ai dit que j'étais toujours aussi gourmand des mots. Et on se régale en ce moment. Oui, heureusement que tu as dit Alors des mots. justement, si je peux m'immiscer quelques instants, Mais immisce-toi. je suis surpris agréablement de la qualité des textes et je me pense que celles et ceux qui t'ont écrit, qui t'ont envoyé 51 manuscrits, sont très proches de la vision que nous avons de la vie, de l'amour, de la mort, de la vie aussi, surtout, cette vision que nous avons sur la Web TV Étoile du Cœur. Je les sens proches comme des frères ou comme des sœurs. Oui, Mais c'est vrai. oui. Et alors, je vais pas simplement dire c'est vrai, je vais te dire, je crois pas au hasard. Ah, je l'ai dit mais non, mais souvent. moi non plus, Le c'est hasard, pas c'est le grave. nom pudique de Dieu. Je suis Mais non. fier de cette phrase, Oui. même si on n'y croit pas. Mais je crois pas que c'est par hasard que Ah non. Jean-Claude rencontre Pierre, qui rencontre Jean-Luc pour parler de poésie. Je vous assure, ce bouquin-là, c'est pas pour à tout prix relier. Mais ce bouquin-là, au tournant du siècle, regard critique sur la poésie française contemporaine, elle correspond à l'émission. Et elle n'a rien à voir avec l'émission. J'ai commencé ce bouquin il y a 2 ans, donc soyons honnêtes. Bon, mais je ne crois pas au hasard, surtout en poésie.
Je crois qu'on a des sensibilités communes et qu'à partir d'une inspiration, d'une sensibilité, d'un désir d'être compréhensible, je ne supporte plus la poésie incompréhensible. Actuellement, j'ai beaucoup de problèmes, parce que c'est le printemps des poètes, comme vous le savez. Oui. Bon, j'ai ce bouquin, pour une fois, j'ai mis des années à l'écrire, ce n'est pas du baratin. Donc on m'invite, on me dit qu'est-ce que vous pensez de la poésie, etc. Ce que l'on veut, mais pas de l'abscon. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de rassembler des gamins, de rassembler des amants, de rassembler des jolies filles, de rassembler tout ce que l'on veut, des croyants, des non-croyants, des mystiques, et de leur réciter des poèmes où ils baillent au bout de 2 minutes et ils n'ont rien compris. Tant pis si j'enfonce une porte ouverte. J'en ai marre de la poésie incompréhensible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous deux. Peut-être que j'exagère. Tu connais mon avis. Je n'aime pas la mauvaise poésie qui ressemble à de la prose mal digérée, mais je ne supporte plus le pseudo-philosophique. J'aime la philosophie, mais pas la fausse philosophie. J'ai toujours dit que le crypté, ça sent la mort. Oui. Mais oui. Tout. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire de la poésie où on s'interroge sur le sens de la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on mais... est obligé de faire que du Bernard Dimet et du Jacques Non, Prévert. mais on peut s'interroger en étant compréhensible par les autres, quoi. On peut s'interroger et partager l'interrogation avec Bien les sûr, autres. c'est quand même une interrogation de l'autre. Il faut parler la langue des même autres. Rimbaud, quand il dit « je » est un autre, il dit aussi que l'autre est peut-être « je ». Ou alors on n'a rien compris. Bien sûr. Il se pose la question de qu'est-ce que c'est que je, G-E. Mais voilà. Donc c'est la relation à l'autre. Je, c'est nous. Mais bien sûr. Et Voilà. c'est pas de la gnénienne, c'est pas vrai. Non. C'est pas très compliqué à comprendre, ça. Je regarde quand même, du sèche ta modestie en souffrir, Jean-Luc Maxence. Je regarde bibliographie, Jean-Luc Maxence, poésie, Le ciel en cage, Le cerf-volant, 70, Révolte au clair, Saint-Germain-des-Prés, Croix sur table, Saint-Germain-des-Prés, Voyage en évangile noir, Les insomniaques, Ferveur des silences, au Chambellan, De longues mémoires, Chambellan, Au séropositif, Le nouvel Aptanor, Pour Golgotha, tapé 2001, 2, 3, aux éditions Andas, Librairie Bleue, Soleil au point, Le castor astral, les essais L'ombre d'un père, Jean Grosjean, poète d'aujourd'hui, dans les beaux livres, je l'ai quelque part dans la bibliothèque de la Web TV, Le désert est à Dame, avec des photographies de Jean-Marc Durand. Tu te souviens, nous avions consacré une toute petite émission là-dessus. Et puis Anthologie de la poésie mystique contemporaine, Anthologie de la prière contemporaine, aux presses de la Renaissance, L'année poétique 2005, 2007, 2008, 2009, avec Patrice Delbourg, Anthologie de la poésie maçonnique et symbolique avec Elisabeth Viel, aux éditions d'Hervy, L'Athanor des poètes, Anthologie 1991 à 2011, dans les romans, Bilka, Notre histoire, édition de L'Athanor, Un pèlerin des Rosses, Le crabe, l'ermite et le poète. C'est quand même assez impressionnant ton parcours. Je ne sais pas. Ah mais j'avais envie de le dire parce que avoir des poètes vivants dans ses amis proches, on a souvent des poètes morts. Mais c'est quand même tellement mieux d'avoir des poètes vivants. Oui, mais tu sais, un poète devient intéressant quand il est mort. Excuse-moi, Pierre, de t'enterrer, de nous enterrer tous, mais c'est connu. Alors moi, autrement, il suscite... Alors, que je voudrais qu'on ne s'intéresse pas du tout à moi. Oui, et moi non plus. Et pourtant, j'essaye le contraire. Oui. Parce que je suis... Bon. Non, mais je suis passionné par la poésie des autres. C'est vrai que j'aime aussi ce que j'écris. Je ne veux pas jouer les faux culs. On n'écrit pas contre soi-même. Voilà. Hein? Mais c'est vrai que, par exemple, quand on m'a dit « Est-ce que tu peux parler de la poésie du début de ce siècle ?» Ça m'a passionné. Ben oui. Parce que c'est pas simplement se regarder le nombril et se masturber tranquillement pour soi seul. En plus, ce sont des propositions qui nous font avancer. Oui. Ce sont des obstacles à franchir. Et puis, je vais dire, c'est bien de temps en temps d'avoir ce qu'on appelle des travaux imposés. Un peu, c'est vrai. Parce que souvent, on ne se les impose pas soi-même. C'est Georges Perec qui disait ça. Ah oui? Tu sais, Georges Perec est un grand bonhomme. Oui, d'accord. Oui. Et l'Oulipo aussi. L'Oulipo, c'est intéressant. L'Oulipo, moi, j'ai jamais compris. Hein. C'est des poètes. Alors, j'ai des copains là-dedans. Il y a Patrice Delbourg. Il y a des gens moi non plus. J'ai jamais compris. Puis finalement, je commence à comprendre. C'est-à-dire, il se force. Je progresserai peut-être. Progresserai peut-être. Mais ce que je vois dans
ce travail qu'on demande, c'est intéressant aussi. Ça nous pousse dans nos retranchements Tout à fait. et ça nous fertilise. J'ai une surprise. Une belle surprise. Une jeune femme qui suit les émissions depuis quelques semaines maintenant vient d'écrire un texte. Elle me dit, tiens, JC, si tu veux le lire comme ça, j'aurai votre avis, j'aurai leur avis. Je peux? Bien sûr. Bien Hein, sûr. c'est dans l'instant. Ça, c'est chouette, c'est la poésie C'est- pris au vol. L'instant. Parce que l'instant présent n'existe déjà plus. Il est devenu un poète dans le noir, malgré l'éclairage d'une bougie. Il est seul face à son désespoir. Blanches sont ses nuits, pareilles à cette feuille devant lui. Ses rimes font grève. Elles se sont effacées comme par magie. Sa plume s'est envolée. Sa muse l'a quitté, prenant le large, le laissant sur le rivage avec ses mauvais présages. C'était son ami fidèle, son étoile éternelle. Elle mettait un voile sur ses chagrins. Elle était sa lanterne éclairant son chemin. Avec elle, à ses côtés, ses poèmes ne prenaient jamais fin. Pour lui, elle était son essence, et elle. Il n'a pas su le lui dire, ni lui écrire. N'ayant pas essayé de la retenir, il la laissa partir. Ce que je sais aujourd'hui, son inspiration n'est pas revenue. Il a perdu sa passion et sa raison. Très beau. C'est très beau. Il y a une clé là aussi. Il y a une clé. Évidemment, c'est au passage que j'ai volé cela. Et puis ce que vient de nous lire Jean-Claude. Ces poèmes ne prenaient jamais fin. Lorsque vous avez un poème qui ne prend jamais fin, c'est un vrai poème. Quand vous avez un poème qu'on oublie 30 secondes après ou 2 minutes quand même, c'est que c'est un gentil poème de salon. Moi, je pense aussi qu'il y a ce qu'on appelle le patchwork. C'est-à-dire qu'il y a des successions de poèmes qu'on peut relier entre eux parce qu'il y a un souci, une préoccupation qui prend différentes formes, un peu comme des variations musicales sur un thème. Ça ne finit jamais, les variations musicales. Ça pourrait durer... on a des exemples, en fait. C'est pas le mouvement perpétuel, mais on n'en est pas loin. On peut le faire. Et c'est ça aussi la poésie. C'est on coud petit à petit, par petits bouts, un peu Oui. comme Marie-Noël. Tu as raison. Et d'ailleurs, il existe un site internet, parce que tout n'est pas à jeter dans Tu en as Internet, parlé d'ailleurs déjà. qui la s'appelle fois dernière. Texture. Oui, C'est beau ça, Oui, texture. texture. Ça donne un peu l'idée que tu exprimes, c'est-à-dire une idée de tissage. absolument. Quelque chose qui se recoupe, de patchwork. Ouais. Un patchwork, malgré tout, il y a une unité. Oui, bien sûr. Hein, parce qu'autrement, c'est pas intéressant. Si quand on s'assoit sur un patchwork tout fout le camp, ben on est assis directement sur le marbre froid Oui, et on oui, a, bien on a le sûr. cul froid. Tandis que si le patchwork tient la route, s'il est tissé, Puis c'est le monde. Un patchwork, c'est le monde. À La propos de- qualité du fil aussi. Oui, À bien propos- sûr, à propos aussi, de, eh de- oui. de tissage, tu me fais penser à cette phrase « Sur fil d'amour, je tisse ma toile Ah ouais. Très beau ». ça. C'est une araignée amie qui m'avait inspiré cette phrase il y a longtemps. C'est beau, Oui, c'est beau. c'est beau, mais bien sûr, mais bien sûr. Nico vous pose la question, quelles sont les références de Jean-Luc Maxence et Pierre Sellos en poète surréaliste, si bien sûr ils y sont sensibles? Ah, c'est agréable d'avoir écrit. Hein. J'ai déjà prévu la réponse, c'est tellement agréable. J'ai l'avantage sur ce pauvre Pierre qui me regarde avec envie. Mais c'est vrai que j'ai bossé, hein, mais je t'assure que, surtout lui qui, bon, il est un petit peu critique vis-à-vis du surréalisme. Alors je Là, cherche. j'aime Soupeau, moi. Oui, c'est Que pas je mal, trouve- que je ne Soupeau. trouve pas surréaliste. Les justement. héritiers d'André Breton, 59. On va voir ce qu'il répond, cet abruti de Jean-Luc Maxence. 59. Je vais vous lire simplement une page, pas plus. C'est promis. Parce que Nous ça va écoutons. une manière de répondre à notre amitié. Mon cher Jean-Luc, et la gentillesse Oui. de baisser le livre, que l'on puisse te regarder, Oh, te tu voir. sais, je suis moins beau que le livre. Tandis que le livre, il est beau. C'est une femme, hein, c'est un buste de Yves Klein. Moi, personnellement, Yves Klein m'a toujours laissé un peu rêveur.
C'est une femme, on voit sa poitrine, on voit Un peu tout. froid, moi, surtout. Oui, moi musclin, aussi. ouais. Mais alors, il a tout peint en bleu. Oui, Ça, je c'est sais. pas mal. Oui. Ça sauve l'honneur. Voilà, on ne me poursuit pas comme Les Maurice. bleus d'Yves Klein. Oui, Comme on dit. et il ne fait que du bleu. Oui, mais c'est bien. Écoute, je sais pas. Les héritiers d'André Breton, depuis le premier manifeste du surréalisme, paru en 1924, André Breton, chef de ce pétillant groupe qui fut une source vive pour l'imaginaire poétique du siècle dernier, continue d'exercer une puissance de séduction en France et même au-delà. Pourquoi ? Comme le remarque Régis Debré, ça c'est étonnant, dans une préface au manifeste de Breton, 2 points, et après je m'arrêterai là, en réconciliant Rimbaud avec Trotsky, le changer la vie avec le changer le monde, disons l'écriture avec l'existence, le surréalisme s'est voulu à la fois émancipation et révélation, libération du corps et exploration de la pensée. Mais y est-il parvenu ? Ça va te plaire. Quelques noms en vrac du début du XXe, Saran Alexandrian, fondateur de la revue Supérieure Inconnue, Christophe Dauphin, le plus jeune mais le plus omniprésent des post-surréalistes, Alain Jouffroy, qui fait maintenant figure de vieux patriarche, il va pas être content, Marc Cobert, Jehan Van Langenhoven, Paul Sanda, l'éditeur qui a su rester l'un des gardiens du temple. Il y en a peu, Pierre, tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Mathieu Baumier, Jean-Clarence Lambert, Jean-Dominique Ray et Raphaël de Surtis. C'est pas énorme. C'est un petit groupe, comme toujours, tous les ismes débouchent sur des petits groupes qui veulent absolument rester fidèles à une inspiration. Mais ce qui m'a paru le plus intéressant dans ce chapitre que j'ai mis longtemps à écrire, je me suis dit, est-ce que je dis qu'ils sont tous des fumistes ? Est-ce que je dis qu'il y a quelque chose à sauver là-dedans ? Ce qui est passionnant, c'est que finalement, ils ont cru qu'ils touchaient au mystère. Ils ne l'ont pas touché. Ah ben non. Mais c'est intéressant. L'idée même de tout casser pour aller vers la source, encore une fois. Ils sont plantés, mais ils sont plantés Il faut savoir quelquefois joliment. Je vais te dire, il faut savoir, je le disais à quelqu'un qui travaille qui fait des études de graphisme et dont j'ai reçu une photo d'un modelage, et je lui ai dit, il faut que tu maîtrises jusqu'à la perfection la technique du classique pour tout détruire ensuite, voilà, afin de recréer bien vraiment sûr. à partir de Bien sûr. toi-même, et non plus à partir des connaissances et des savoirs. Et c'est ça qu'ils n'ont peut-être pas réussi, tu vois. Voilà, c'est ça. Et alors ils se laissaient aller à l'imaginaire. Oui. Ce qui donne quelquefois des choses absurdes et quelquefois des merveilleux, par exemple des merveilleux symboles. Des fulgurances. Des fulgurances de mots qui vont plus loin que si c'était trop réfléchi, trop architecturé. J'ai écouté une émission aujourd'hui parce que je vais. C'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup, je te rassure, il n'y en a plus beaucoup des grands surréalistes. Je vais sur toutes les chaînes de radio. Je suis tombé sur Radio Courtoisie. Oui, parfois. Et ce jour-là, aujourd'hui, il y avait Clancier qui parlait de la poésie. Eh ben, lequel, Sylvestre Emmanuel. Ou son père? Emmanuel mais c'est magnifique. Mais oui, alors, Emmanuel, il a 100 ans. Mais alors, vous savez ce qu'il disait ? Il disait, entre autres, des choses que moi j'ai toujours professées. Georges Emmanuel Clancier. Oui, exactement, Georges Emmanuel. Il disait, le problème aujourd'hui, c'est que la poésie se contente de croire que les mots suffisent pour qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ouais. Et il dit, à partir du moment où ils suffisent à eux-mêmes, ils n'ont plus de sens, ils ne contiennent plus rien, puisque c'est le mot en lui-même, mais ce n'est plus de l'écriture. Oui. Et alors là, c'est même pas le surréalisme, parce que Breton n'a jamais dit ça. Il a dit, vous pouvez mettre des mots comme ça, mais il faut qu'ils s'en sortent quelque chose d'inattendu, bien sûr, de mystérieux, et non pas qu'on s'endorme. Mais c'était très intéressant ce qu'il disait. Et comme tu le dis, 100 ans, pour ainsi dire.
Mais C'est bien- extraordinaire. Ah bah il est extraordinaire. Alors voilà, je le cite au début, parce qu'évidemment je regarde quels sont Oui. mes pères, hein, mes Tu en pères, parles, PRE, j'en parle Alors, bien c'est une sûr. merveille. Mais c'est une merveille ce bonhomme. Hein, je parle bien de Georges Emmanuel. Hein. Oui, Je absolument. suis un peu vache en soulignant, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il a aussi, enfin bon, Oui. il n'y a pas que lui. Mais lui, il a écrit un panorama remarquable de la poésie du XXe siècle. Je me suis régalé, Remarquable. Il a fait un travail extraordinaire. Mais vous ne le saviez pas. En 1993, je viens de faire appel à mes souvenirs. Je l'avais reçu, Georges-Emmanuel Clancier. Oh, c'est un type d'une honnêteté, d'une Toute une sympathie nuit, pendant remarquable. 10 heures, nous avions parlé de poésie. C'est pas Il n'y avait étonnant. pas que lui, il y en avait d'autres. Mais c'est extraordinaire, parce que là, on a envie de ne pas être dans le truc des « Oh, ton suspend Ah, ton voilà, vol, il y en a vous marre, il y en a marre aussi. Les pâles imitations de Lamartine, de Jean Richepin. Il y en a marre Non. du lac. Marre du lac. Oui, Je oui. recommencerai plus. Non, mais dans le premier chapitre, mon premier chapitre s'appelle l'hybride comme principe. Oui. L'hybride. Bah, Vous voyez ce que c'est, Tu ce qu'on parlais appelle déjà de- hybride. Oui. Bon, le Tu parlais métissage. de métissage. Bien sûr. Alors il y a Serge Brendot, la poésie contemporaine, c'était un chef-d'œuvre. Il y a Robert Sabatier, qui a écrit près de 15 volumes Histoire de la poésie française chez Albin Michel en 88. Je suis sûr qu'il connaît Jean-Claude. Il y a Jean Rizet, malgré tout, Dieu sait si je l'aime pas trop, mais il a tout de même écrit la poésie française contemporaine au Cherche Midi. Ah, toutes Il y les a années. Bernard Delvaille. Ça, c'était des passionnés. Toutes les années, Pen Club. La nouvelle poésie française, on appelait ça l'anthologie Blue Jean, parce qu'on voyait un Blue Jean. Il y a tous mes potes là-dedans, tous mes potes de 70. Bon, et Delvaille, il a su être fidèle. Orizet Bon. avait écrit un texte superbe sur la méduse. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et il y a Georges-Emmanuel Clancier en deux tomes, le je suis content panorama d'avoir évoqué. de la poésie du XXe siècle. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et il y en a d'autres. Il y a Claude Michel Cluny, il y a des gens qui ont consacré leur vie, non pas simplement à dire « Ah, devant le surréalisme » ou « Ah, devant je ne sais pas quoi, l'hyperréalisme ». Non, 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 non. Qui ont cherché qu'est-ce que disaient les poètes d'aujourd'hui. En quoi ils sont rebelles. Qu'est-ce qu'ils veulent faire. Alors vraiment, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin Au tournant du siècle. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais en tout cas, mes pères, mais ceux que j'admire, il y a Georges-Emmanuel Clancier, il y a Bernard Delvaille, etc. C'est pas le hasard. Ou une continuité existe, ou alors, c'est l'apocalypse. Si Dieu lui prête vie, et le prince des poètes également, le 3 mai 2014, Oui, Georges-Emmanuel Clancier fêtera ses 100 ans. oui. Ah oui. Est-ce tout qu'il à est fait. toujours vivant? Bien Bah, sûr. bien sûr, j'ai pas Mais écouté bien un mot, sûr. moi, ce matin. L'année dernière, il y a un très beau livre sur la poésie de Georges-Emmanuel Clancier et son travail de critique. Mais bien sûr, parce que si vous voulez, les gens vivent plus longtemps qu'avant. Si c'est pour nous emmerder, moi je suis pas très content. Hein, moi ça me pose question. J'ai pas envie d'emmerder les gens jusqu'à 110 ans. Non, mais Par c'est- contre, si c'est pour garder, pour être la mémoire, pour être le témoin, le transmetteur, Oui, oui, oui. bravo. Le transmetteur, surtout. Mais bravo, c'est magnifique, c'est magnifique. Hein, si c'est pour uniquement dire tout ce qui se passait à mon époque c'était merveilleux et tout ce qui se passe Ah maintenant oui. c'est nul, c'est pas la peine de faire Poésie Cap 2020, on est des hypocrites. Aujourd'hui, 2020. âgé de 99 ans, l'auteur du Pain Noir ne veut pas désespérer du Oui. monde, en dépit des atrocités d'un siècle que le dernier membre de la résistance poétique a traversé de part en part. Absolument. Poète, romancier, essayiste, conteur, homme de théâtre et de radio, Georges-Emmanuel Clancier est un auteur insaisissable, à l'image de ce que furent ses amis Jean Tardieu et Raymond Queneau. Bien sûr. Ces visages multiples, finalement, s'unissent pour n'enfermer qu'un, celui de l'homme poète. C'est très chouette. Magnifique, c'est très Ah oui, bien. ben Je ça ne le sais pas résume. qui a écrit ça, mais je Ça le signe. résume bien. Je signe, et comme par hasard, il cite par exemple un poète qu'on a tendance à oublier. Pourquoi? Alors qu'il est à deux doigts de la psychanalyse, à deux doigts du surréalisme intelligent, à deux doigts, c'est Raymond Queneau. On fait comme si Raymond Queneau n'avait pas existé. Je vous assure, relisez du Raymond Queneau, c'est remarquable. Avec l'air de pas y toucher, Pierre, relis Ah Queneau. oui, mais oui, Hein, mais Queneau. Zazie dans le métro, Oui, oui, on oui, se oui, dit, oui. mais ce mec-là, il dit n'importe quoi. Puis quand on gratte un peu, Oui. c'est magnifique. Comme par hasard d'ailleurs, Raymond Queneau, je vais peut-être vous apprendre une chose marrante, pour ceux qui connaissent pas bien la poésie, Raymond Queneau a été psychanalysé pendant des années. Ce bonhomme,
qui est capable d'écrire des trucs dignes de Prévert, dignes de tous ces... dignes de Jean Rictus, de gens les plus... Il est bien plus sérieux que ça. C'est la bande à Georges-Emmanuel Clancier, bien sûr. Le Pain Noir, c'est magnifique à relire. Ça, là, je vote à gauche. Je vous déclare... Là, je déclare quelque chose. Jean-Luc Maxence et De Gaulle. Enfin, une bonne nouvelle. Si vraiment la gauche, c'est Georges-Emmanuel Clancier, je signe. La table du Si studio, elle c'est est fragile. Delvaille, je signe. Mais si la gauche, c'est Jean Rizet, je ne signe pas. Voulez-vous rire ou Écoutez, sourire pendant excusez-moi. quelques instants? Oui. Excusez-moi de ma colère. Les chansons que je fais sont devenues si tristes qu'on ne peut les chanter qu'un jour ou deux par an. Autrefois, je buvais comme les grands artistes. Je ne croyais en rien, je m'en portais garant. Je tenais à moi seul la largeur de la rue. Jusqu'à l'instant béni de 4 heures du matin, où tellement content d'en avoir plein la vue, j'avais gâché ma nuit et perdu mon latin. Les chansons que la nuit j'écrivais à l'anglaise, au coin de n'importe où, sur des n'importe quoi, pour me passer l'envie de ramener ma fraise, je les ai sur le cœur. Allez savoir pourquoi. Je crois que je n'ai plus la conscience tranquille. La nuit, je marche droit, comme n'importe qui. Rigoler me devient soudain si difficile que je n'y parviens plus qu'à renfort de whisky. Je vais écrire enfin des chansons pour personne, avec des mots tout creux piqués dans des bouquins pourrissant quelque part dans des chambres de bonne. J'oublierai pour toujours la saveur du rouquin. Je deviendrai si con et si content de l'être que pour votre plaisir je vous ferai pitié. Avant d'aller sauter, bon Dieu, par ma fenêtre, pour aller jusqu'au bout des risques du métier. Oui, il a été aimé de son vivant, il est adoré depuis qu'il est parti. Oui. Enfin, pour moi, c'est... C'est Dimet, c'est ça? Oui, c'est Dimet. C'est Bernard J'ai une Dimet, il faut le fidélité- dire, parce que bon, C'est Bernard Dimet. on le connaît aussi beaucoup moins maintenant. Je vous assure, vous connaissez bien. Ben moi, oui, mais moins, et c'est dommage. Et il y a des surprises. c'est une nourriture. Je me baladais à Montmartre il y a 1 mois et demi, et je regarde une petite librairie avec des soldes. Et puis alors, à ma grande surprise, vous, ça va pas vous étonner. Moi, ça m'a beaucoup étonné, parce que comme vous le savez, je suis un éditeur, un petit éditeur qui essaye de publier des choses intéressantes. Vous savez ce que je trouve? Je trouve des poèmes de Bernard Dimet, édités par qui? Je vous le donne en 1000. Pas par Gallimard, pas par Guy Chambellan, Par Charles Aznavour? pas par le... Mais non. Presque, tu y arrives C'est presque. pas Aznavour. Par Mouloudji. Ben oui. C'est extraordinaire. qu'il avait- Édition Marcel Mouloudji. Il avait écrit un texte qui avait été repris par Aznavour qui s'appelait Le cul de ma sœur. Non mais c'est étonnant. Édition Marcel Mouloudji. Mouloudji n'a jamais fait d'édition, donc c'est une petite tentative dans sa vie. Il a fait Oui, plein oui. de choses. Il a fait un roman qui est intéressant chez Gallimard, il a fait plein de choses. Il a publié Dimet sous son sigle. Vous vous rendez compte comment on retrouve les groupes, parce que ça a du bon aussi, les groupes et les écoles. Si c'est pour faire des conneries, c'est le communautarisme, aucun intérêt. Non, Mais non, si c'est d'accord. pour qu'il y ait une vraie fraternité, quand j'essaye d'éditer ou de choisir des poètes, j'essaye de choisir des poètes dans le même voisinage, Écoute. qui ont une... C'est un métier de passeur. Mais oui, autrement ça n'a Ce pas qu'il a fait, d'intérêt. Mouloudji, c'était ça. Mouloudji qui publie Dimet, vous vous rendez Bah oui, compte? oui, bah Ça, oui. ça fait plaisir. Un jour, tu verras, Ah oui. on se rencontre. Et bien Ah, là, ils se sont rencontrés. je me souviens de Mouloudji, Marcel Mouloudji, 1992. Je lançais mes premières émissions et je l'avais appelé parce que j'avais envie d'entendre sa voix. Et Mouloudji avait déjà quelques soucis de cordes vocales. Il est étonnant. Il avait des chats. Ouais. Il était allongé sur son lit. Il était à Paris, moi j'étais à Auch, dans le Gers. Et je lui ai demandé à un moment, mais
Marcel, j'aimerais bien que tu fredonnes. Oh, j'ai pas envie, écoute, ça sert à rien. Je suis avec mes chats et que tu veux que je te chante un jour, tu verras, et alors t'es content? C'était génial. Ouais, mais bien sûr, moi Et j'ai les cassettes, moi. Moi je pense que les êtres humains qui traversent une vie, c'est quelquefois pour se rencontrer. Pas toujours, mais quelquefois. Et ça m'avait laissé rêveur. Il y a d'heureuses Rêveur. rencontres. C'est pas que j'ai une admiration sans borne pour les chansons de Marcel Mouloudji, mais quand même. Et de retrouver ce bonhomme qui édite Dimet C'est sous génial. son nom, alors qu'il avait vraiment aucune envie d'être éditeur. Oh, il faudrait que tu écoutes Tout fout le camp Oui, oui. de Mouloudji. Oui, Ah oui, c'est connu. Oui, c'est connu. Tout Je fout le connais. camp. Mais je connais. Oui, quand Mouloudji a chanté avec une chanteuse charmante qui est devenue mon épouse, qui s'appelait Dany Marc. et qui est passée au Club des Poètes de Jean-Pierre Renet. Et j'ai la bande, j'ai fini par l'avoir. J'ai demandé cette bande tout à fait sympathique à la sœur de Moustaki, qui est Marcel Renet, qui était donc l'épouse de Jean-Pierre Renet. Et elle m'a retrouvé l'émission télévisée Faut le où on faire. voit Madame Dany Marc, que je ne connaissais pas, hélas, donc on ne peut pas m'accuser de quoi que ce soit, qui passait à côté de Mouloudji. Et je dois vous dire que quand même Mouloudji, c'était bien, à cette époque-là. Bien sûr. Bon, voilà. J'ai rien dit de... Voilà. Silence, Mouloudji a fait partie des hommes, voilà, des types. Et il n'était pas condescendant, mais il n'était pas prêt à pactiser avec n'importe qui, Non. Marcel. Non. Ah non, mais je Bah, la pense preuve, aussi- Dimet, c'est Je étonnant. pense qu'il avait dû en baver aussi. lui. Oh, il a dû, oui, Hein bien sûr. Donc oui. après, il y a comme tout, quand on a du succès, autour de soi, il y a énormément de parasites. Bien sûr, Et mais bien quand on sûr. a un peu d'expérience de la vie, hélas, on les reconnaît, les parasites. Et on ne peut pas faire semblant d'y croire. C'est ça. C'est tout. Et alors, le fait d'un parasite, puisqu'on parle de parasite, c'est qu'au début, il accroche. Et qu'on ne sait pas trop. Parce Au qu'il début, faut un oui. tout petit peu de temps. Oui, On mais peut enfin, pas tout de suite. Ça tout dépend de suite. l'âge. Moi, je sais que maintenant... C'est vrai, mais à l'époque, j'étais Ah pas ben, vieux. moi, c'est pareil. Hein. Moi, j'étais tout fleur bleue. Il y a des gens que j'aurais Je envoyé ne voyais- balader. Je voyais jamais arriver. Je voyais pas les dangers arriver, moi. C'est souvent les gens qui étaient à côté de moi, autour de moi, Je suis d'accord avec qui ça. avaient du recul que je n'avais pas moi. Parce que l'empathie, ça, c'est un. C'est presque pour une moi, école, ça oui. s'apprend. Ah oui, On apprend à discerner les choses. oui. Mais c'est vrai que la première fois où nous nous sommes rencontrés avec Pierre, c'était au jardin, au marché de la poésie, Comme place par hasard. Saint-Sulpice. Comme par hasard. Nous avons sympathisé tout de suite, ça s'est Oui, fait en oui. 3 Mais minutes. j'y crois, ça, moi. Tu te souviens, Pierre? Ah oui, absolument, oui. Tout à fait. Alors, quelquefois, on se trompe, hein. Il ne faut pas non plus Oui, qu'on non, soit mais, fleur bleue. Hein. euh, Moi, ça m'est arrivé de me passionner pour un personnage. Bon, je ne dirai pas de nom, j'ai pas Non, envie. je vais te mais, dire. et puis, je me suis aperçu que c'était un Écoute, effroyable salaud. ce qui s'est Bon. passé entre Jean-Claude et moi, c'est simplement le fait que, immédiatement, j'ai compris que je n'avais pas affaire à un faiseur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils portent une espèce de fraise invisible, Bien ils se sûr. montent du col. Et oui, oui. Et, puis alors, ben, si en plus vous vous mettez à écrire sur les poètes de telle année à telle année, c'est l'horreur. Tu peux pas t'imaginer Pierre, Ah tu oui. peux pas t'imaginer Jean-Claude, comme tout d'un coup on a des comtesses de mes fesses Ah oui, oui, qui oui. arrivent avec des poèmes absolument dégueulasses, ça rime avec je sais pas quoi le mot dégueulasse, et qui se mettent à genoux et plus pour pouvoir Oui, oui. avoir leur nom dans un bouquin comme ça. Alors que quel intérêt ça a, ce bouquin, même s'il marche bien, bon, c'est pour les passionnés. Vous comprenez bien que c'est pas Michel Drucker au tournant du siècle. Oui, Bon, nous sommes et d'accord. il y a des faiseurs qui feraient tout pour. Ah ouais, dans bah, un- Ah, les faiseurs, écoutez, écoutez. Quand on n'a rien à dire et du mal à se taire, on peut toujours aller gueuler dans un bistrot, parler de son voisin qui n'a pas fait la guerre, parler de Boumedienne et de Fidel Castro. Parler, 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 pour que l'air se déplace, pour montrer qu'on sait vivre et qu'on a des façons. Parler de son ulcère ou bien des seins de glace, pour faire croire aux copains qu'on n'est pas le plus con. Quand on n'a rien à dire, on parle de sa femme qui ne vaut pas tripette et qui n'a plus 20 ans,
qui sait pas cuisiner, qui n'aime que le drame, qui découche à tout va, qui a sûrement des amants. On parle du bon Dieu, on parle de la France, ou du Vitel Cassis qui vaut pas celui d'avant. On passe rien du tout, on dit pas tout ce qu'on pense. Quand on n'a rien à dire, on peut parler longtemps. Quand on n'a rien à dire, on parle du Mexique, de l'Amérique du Nord, où tous les gens sont fous, du pape et du tiercé, des anti-alcooliques, du cancer des fumeurs ou des machines à sous, des soldats, des curés, de la musique militaire, de la soupe à l'oignon, de l'île de la Cité. Quand on n'a rien à dire et du mal à se taire, on arrive au sommet de l'imbécilité. C'est superbe. C'est signé Bernard Dimet. D'accord. Non, mais c'est bien de souligner parce que, contrairement à ce que vous pensez, il faut le redécouvrir. On croit qu'il est très connu. Ce n'est pas vrai. Ce texte-là me fait penser aussi à cet ami qu'on voudrait bien recevoir un jour. Et qu'on recevra. Et c'est dans le même état d'esprit. Mais oui, il s'agit de Francis Combes. Voilà. Et je l'ai apporté exprès pour vous lire un truc. Déjà, son recueil s'appelle « Si les symptômes persistent, consultez un poète ». C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, écoutez, ça c'est sensationnel. Est-ce que tu peux en lire un autre Non, passage? mais je vais vous en lire un qui va paraître dans le prochain numéro des Cahiers du Il a un Sens. super beau site Nous internet. nous sommes emmerdés, tant pis pour ceux qui écoutent, pendant 2 heures de suite. Oh, c'est pas gentil ce que je vais dire, au Centre national du livre, parce qu'il est aussi lecteur au Centre national du livre depuis 3 ans. Nous sommes côte à côte, et lorsque, souvent, malheureusement, il faut le confesser, parfois, on reçoit des manuscrits chiants. Oui, donc on se regarde et on dit qu'est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va donner des sous à ce monsieur? Alors lui, pour m'amuser, on est copains depuis des années, il fait un petit dessin, en général une femme nue. Tu nous as fait. Et bon. Oui. Et alors là, la dernière fois que je l'ai vu, notre ami Francis Combes, je vous le conseille de le lire, il me dit « Oh, ça va être pénible, on arrive aux élections municipales, il n'y aura pas beaucoup de poésie là-dedans. » Alors lui, il est très extrême gauche. Bon. Et moi, je suis moins que lui d'extrême gauche, mais on se connaît depuis 30 ans. Il me dit « Tu te rends compte, Maxence, qu'est-ce qu'on va s'emmerder? Il va falloir qu'on voit tout à travers le prisme de la politique. » Je lui dis, eh bien oui, mon pauvre Francis, comment fait-on? Je ne vous invente pas, hein. Et voilà le poème de 4 lignes. Je lui dis, tu pourrais pas me donner un poème pour ma revue? Vous savez, bon, quand on est revuiste, on cherche toujours à avoir des poèmes de poètes intéressants. Il m'a pondu ce poème-là, à Jean-Luc Maxence, ça m'a fait plaisir. 4 vers. Au peuple des piétons, pour une époque politique, où tout le monde se prend le nez. Regardez à droite, puis à gauche. Si vous ne voyez rien venir, c'est à vous d'avancer. C'est magnifique. Ah, c'est génial. Je me suis dit, c'est génial. Regardez à droite, puis à gauche. Si vous ne voyez rien venir, c'est à vous d'avancer. Pour un type comme lui, bon, qui est très un peu Mélenchon, un peu je vais tout changer, ce qui m'est sympathique, mais c'est extraordinaire. Tu penses qu'il viendra? Oui, il viendra. Mais bien sûr qu'il viendra. C'est une question d'opportunité. Mais c'est magnifique. Si vous ne voyez rien venir, c'est-à-dire si vraiment il y a des cons à gauche et à droite, avancez donc et puis cherchez pas. Ben voilà, ça c'est... Enfin, ça c'est un peu digne de Dimet, tout à fait. Tu voudrais bien, s'il te plaît, en lire un autre? Bien sûr. Ah oui, parce qu'il avait beaucoup plu. Recette pour écrire un poème post-moderne et très commercial. Ah oui. Après avoir lu avec attention la posologie, afin d'éviter un effet secondaire qui pourrait être fatal, prenez une dose de sentiment du vide. On préconisait autrefois la nostalgie, mais c'est démodé, ça ne marche plus la nostalgie. Ajoutez-y quelques mots dispersés sur la page, afin de ne pas aller jusqu'au bout de la ligne, surtout. Évitez surtout de dire quoi que ce soit de trop clair, ni de trop précis, émiettez la phrase, que le blanc y soit éloquent, inutile de le monter en neige. Contentez-vous d'un hachis très fin d'idées, que personne n'y retrouve ses petits. Assaisonnez de signes de ponctuation,
si possible utilisé à mauvais escient surtout. Disposer ça et là quelques termes étrangers, de préférence latin, anglais ou allemand. Un peu de grec ou de chinois est autorisé et même recommandé. Parsemer le tout d'une poignée d'éperluettes frisées et d'un ou deux vieux pétales de rose. Un truc ancien qui fait toujours son effet, le pétale de rose. Et vous aurez un poème tout à fait consommable, un poème convenable qui ne fait pas de bruit. Il ne lui manquera pour être commercial qu'un peu de sexe ex-hibo et une bonne promo. C'est magnifique. Ah oui, c'est une bonne recette. C'est une bonne recette. Là, on est dans l'esprit, il est digne de venir ici. Mais on va l'inviter, mais bien sûr. Alors, allez, on Comme y je va. sais que tu as beaucoup de travail, Jean-Luc, donne-moi ses coordonnées, je vais m'en charger. Hein? Eh oui, non, mais On verra si je suis un bon tout à fait. ambassadeur. Tu peux, tout à fait. Hein? Tout à fait. Alors, il m'a mis comme dédicace, ça se fait pas, mais c'est Vas-y, pour le vas-y, au plaisir, contraire. Moi, parce j'aime bien que les On le dédicaces. connaît depuis longtemps. Bon, pour mon camarade Jean-Luc. Camarade Déjà, ça, c'est de la provoque. Bon. Oui. Pour mon camarade Jean-Luc, si les symptômes persistent, consultez après. Parce que s'il n'en reste qu'un, nous serons au moins deux. C'est beau ça. Tu me Amitié, prépareras amitié. les Si. 2 textes que tu m'avais donnés tout à l'heure à lire et que tu as repris subrepticement, mon cher Pierre. 2 textes de toi. Tu les as réembobinés, hein? Alors que tu m'avais dit que tu aimerais que je les lisasse. Ah, Tu te souviens? Souviens-toi. Oui, mais je me vois pas te les avoir embobinés. Hein. Bon. Non, tu Pourtant, les le as. studio est pas grand. Il y a 2 agrafes dessus, c'est agrafé. Je te Ouais. les ai donnés, moi. Eh ben, je vais faire des recherches. Qu'il n'y ait personne qui sorte du studio, Jean-Jacques Charbonnier. Regardons simplement là-dessus. c'est Voilà. pas grave. Ah, peut-être. Mais ça que- traîne là. C'est peut-être là. Ah non, Jean-Luc attends. est parti. Non, Jean-Luc Qu'est-ce est que parti c'est à chercher. Voilà. Allez, voilà, Non, c'est non, cela. attends, je- Non, c'est pas Non, ça. c'est pas ça. Mais c'est pas non. du tout. Bon, alors, Non, qu'est-ce non, que- c'est toi qui les as. non. Ça, c'est très mal armé. Hein. On cherche le poème Non, qui explique mais tout. c'est agrafé tout. Moi, je les avais. Je rappelle que vous êtes en direct, que Oui, nous oui. sommes en direct et que vous regardez la web TV Étoile du Cœur. D'accord? Bien. Voilà, par l'instant, il y en a qui sont branchés sur On est en train d'autres de postes que lire j'ai du mis. Francis Combe, de faire écho au bouquin, à mon propre bouquin, et écho également à Bernard Dimet, et écho, toujours écho. Un jeune mendiant croisé dans le métro, sur un bout de carton accroché à son cou, avait écrit ces mots. Comme la forêt en feu crie vers l'eau de la rivière, je m'adresse à vous, donnez-moi s'il vous plaît quelque chose à manger, fermez les guillemets. Et semble-t-il, des gens donnaient un peu, ce qui tendrait à démontrer l'utilité dans nos sociétés de la poésie. C'est terrible. Il est beau, ça aussi, c'est beau. C'est terrible. C'est terrible. Alors, mon cher Pierre, Oui. Les as-tu retrouvés? non, Ah, ben, je te donne ma parole que là, je te les mais je vais les rechercher. Mais laissez. toi, tu as des textes Ah, de bah, toi moi, à j'ai de lire. quoi lire. Hein. Hein, vas-y. Vas-y. Allez, je vais vous dire quelque chose de. Francis non, c'est Combe. pas du tout la même lignée. Alors, bon, bah, dans Non, une non, autre non, lignée, non, allez, oui, fais oui. ce que tu veux. Oui, mais ça Joue pas les Michel Debré, on t'écoute. Ça s'appelle Voleur d'enfants. Un demi-siècle après, la République avoue avoir organisé un crapuleux trafic d'enfants réunionnais volés à leur famille d'après un plan conçu par un Premier ministre. Les services sociaux s'acquittèrent avec zèle de fournir le quota qui était demandé. La plupart des parents qui ne savaient pas lire signèrent sans le savoir des actes d'abandon. Il leur était promis que leurs fils et leurs filles auraient en métropole un brillant avenir, qu'ils iraient à l'école et feraient des études, et qu'une fois par an, ils pourraient revenir. En fait, il s'agissait de repeupler la Creuse, puisant dans le trop-plein d'une population dont l'extrême misère était une menace à l'égard des planteurs et des institutions. C'est ainsi qu'arriva, sans transition aucune, dans le froid de novembre,
un premier contingent d'enfants déracinés comme oiseaux des îles pour servir de main-d'œuvre corvéable à merci. Bien peu eurent la chance d'être bien accueillis par de braves familles, les croyant orphelins. On en plaça souvent dans les fermes perdues pour soigner un bétail qu'ils n'avaient jamais vu. Pour un fermier cupide, il n'était pas question qu'un gamin de couleur se nourrisse à sa table. Il dormait dans la paille, à côté de l'étable, revêtu d'une blouse et de culottes courtes. Les petits paysans venaient toucher sa peau, pensant trouver alors des traces sur leurs mains. Les adultes riaient en les traitant de singes. Ils portaient des sabots pieds nus, dans des chiffons. Sur ce destin brisé, la France enfin se penche. On parle de regret et parle résilience pour un crime sans nom contraire à la morale qui ne saurait trouver de justification. Monsieur Michel Debray pouvait dormir tranquille, une constitution pour livre de chevet. Le déshonneur n'est pas toujours un handicap lorsqu'il est maquillé par la raison d'État. Très bien. C'est presque dans l'esprit des chansonniers, en étant plus poétique. Oui, mais tu vois, c'est parce que ce qui m'a encore plus choqué, c'est que lorsque l'Assemblée nationale s'est penchée sur le sujet, eh bien, ceux qui ont voté contre le fait qu'il fallait faire quelque chose, eh bien, c'est l'UMP. C'est-à-dire qu'au nom de la solidarité du créateur de la 5e République, au nom, en fait, je ne sais pas moi, comment peut-on même simplement imaginer piquer des mômes dans leur famille pour s'en servir et les foutre ailleurs. C'est du travail à la limite à la nazie, ça. C'est ce que faisait éventuellement Hitler quand il ramassait des mômes pour en faire son élite dans ses napolas. C'est dégueulasse. Tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Le physiquement, le mentalement, le vulgairement, et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement, et l'idiotement, oui l'idiotement, et le sensément, et logiquement, et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, y'a que ma maman qui ment rarement. Voilà, j'ai pas pu résister, hein, excusez-moi, mais j'ai pas pu résister. Ouais. Alors, continuons gaiement cette émission consacrée et dédiée à la poésie. Je vais peut-être... Quelques messages qui nous disent... Oui, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous nous régalons. Les internautes se régalent. Ah bon. Voilà. Comment je vais dire, j'en dis pas plus long, mais toujours présent, je me régale. Moi aussi. Appelez Jacques Pradel pour perdre de vue. C'est drôle. Écoutez ce poème alors, c'est un nouveau recueil donc de Jacques Vialleux-Bezet aux éditions du Nouvel Athanor, avec une préface d'un ancien secrétaire de Jean-Paul Sartre. Il ne doit pas être jeune non plus, à mon avis il est pas loin de 100 ans. Jacques il a des lunettes je crois. Oui, il s'appelle Robert Misrahi. Il a été, au temps les temps modernes, la revue Les Temps modernes, c'est vraiment, là on est vraiment décroulant. C'était la revue célèbre de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Il y avait un jeune secrétaire qui s'appelait Robert Misrahi et qui a fait la préface de ce recueil. Donc je montre Jacques Vialleux-Bezet, préface de Robert Misrahi, Le pollen des jours. Et on cherche un peu la fraternité entre les poètes et voilà ce qu'il a écrit, lui. S'il est toujours minuit en ce siècle, à la kermesse des étoiles, le meilleur est encore à venir. Les épiciers du cœur tiennent boutique sous le bec des vautours. La chair quitte les os, ce monde est un vaste charnier. Les hommes cherchent en vain leur ciel dans le regard vitreux des autres. Pour que le coq puisse annoncer l'aurore, j'en appelle aux clowns et aux prophètes, aux battleurs, aux rêveurs, aux jongleurs et au cœur du soleil des forains. Il faut replanter l'arbre de vie dans l'humus des cœurs, avant que l'océan de la mort engloutisse la terre, où être sans destin nous errons en quête de notre Orient. On ne pourra plus dormir tranquille tant que l'on n'aura pas les yeux ouverts. Reste le courage et la lucidité pour aimer en dernier recours.
Notre réalité est plus grande que les illusions. Nous savons que nos jours sont comptés. Nos colères rouges doivent refleurir, bien que les coquelicots soient éphémères, afin de partager le beau pain des forts et des sages. S'il est encore minuit dans ce siècle, à la kermesse des étoiles, le meilleur est toujours à venir. J'en appelle à vous, nobles voyageurs, qui traversez l'espace et le temps. Moi qui suis un arbre en marche, dont les racines sont dans le ciel, je m'en remets à vous, Merlin et Mélusine, et vous, mes semblables, que la poésie vous garde. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Et vous, mes semblables, que la poésie vous garde. C'était un baisser le rideau pour une émission comme la nôtre, magnifique. J'aurais dû dire ça à la fin et pas au milieu. C'est empli d'humanité. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai choisi ça en quatrième. Mais pas cette humanité qu'on passait, cette humanité vraie, qui vient des tripes, qui vient du cœur. Ah, c'est très beau. C'est très beau. Donc ça s'appelle le pollen des jours. Vous verrez, c'est aux éditions Le Nouvel Athanor. Le Nouvel Athanor. Ça vient de paraître pour le printemps des poètes. Et pour ne rien vous cacher, chers amis internautes, Le Nouvel Athanor, l'heureux éditeur, le papa du Nouvel Athanor, s'appelle Jean-Luc Maxence. Ça va. Il y a La transparence des pierres, deuxième ouvrage, avec une lettre préface de Jean Mambrino. Jean Mambrino est décédé il y a environ quelques mois. Toujours au Nouvel Athanor. Oui, c'est toujours au Nouvel Athanor, il faut quand même le dire. Alors là, c'est une dame magnifique aussi. J'ai trouvé ça très beau. C'est très étonnant, ça. C'est très différent. C'est plus mystérieux, plus pudique. La transparence des pierres parfois perd le chemin. Et l'absurde asticot qui pourrit la chaussée aspire alors les âmes, leur appétit atroce. Et l'enfant ne sait plus s'il est né ou s'il meurt. Et la petite fille dans le pré, qui dansait tout à l'heure, a perdu son regard de fée. C'est magnifique, ça. Voilà. Et enfin, le troisième recueil publié pour le printemps des poètes, c'est Bruno Thomas, avec une préface de Mathieu Baumier. Mathieu Baumier, c'est ce personnage intéressant, poète, qui s'occupe d'un site sur le web qui s'appelle Recours au poème. Nous en avions parlé dans une émission. On en avait parlé dans une émission. C'est lui qui a fait donc la préface. C'est un très beau poème. C'est un poète qui fait penser un peu à Pierre Réverdy, pour ceux qui connaissent bien la poésie. C'est souvent des poèmes plus longs. Quelque chose arrive qui n'est pas le jour. Quelque chose remue qui n'est plus la nuit. Quelque chose après l'Empire, quelque chose avant le monde, puisque le sable est le pain, ses mêmes blessures bleues, son sang donné mot à mot. Quelque chose à la lumière de l'ombre, en toute hâte et à relire encore, paroles redoutables, prises pour mourir, vivre d'une note, en soi majeure, intraitable, grandes ouvertes, offertes au silence. Sans cesse à deux mains qui s'enfuient. Toute la source, enfin, dans la pierre creusée des yeux. Quelque chose soudain, soleil de sombre passage, dans le ciel blanc de la peine, visage avancé au-delà du visage, la trace laissée en conscience d'une marche enchantée et prochaine. Endolori de Dieu, à en perdre la main au beau milieu du récit. Quelque chose, lentement, tonnerre sous l'échine, prière cherchant son chemin, et cette odeur sainte de chair brûlée, au cœur de l'effroi perdu, au pied de la croix retrouvée, homme d'aucun berceau, humain hors de prix, à corps de chien, de soif et de faim, quelque chose légère, que la rage ni la joie ne suggèrent, quelque chose insouciante et souple, fleur noire cueillie à la montée des larmes, quelque chose qui fait que l'on oublie, mais dont la mémoire pourtant gardera la terrible couleur, et toujours ce souvenir impossible. Le poème que j'aime est loin, car il suit la douleur de l'eau. C'est beau ça. Le poème que j'aime est loin, car il suit la douleur de l'eau. Tu sais, la beauté d'un poème, c'est aussi le texte, mais c'est aussi et surtout quand on lit le texte pour l'autre ou les autres.
Oui. Oui. C'est ce que je reproche aussi souvent. Suggérer. Voilà, c'est fermer les yeux, ne pas regarder votre écran, entendre la voix de Jean-Luc et vous dire que la façon dont le texte va être lu, vous allez lui donner encore beaucoup plus de relief, j'allais dire d'assise, j'allais dire de force. C'est la force de la radio aussi en tant que sans image. C'est la force de la radio, c'est-à-dire que on est, nous, je peux dire nous avec Jean-Luc, des oiseaux de nuit, et nous dormons très peu. Eh bien, c'est dans la nuit. Il sait beaucoup de choses sur moi. Dans la nuit. Bizarre, ce camarade. Dans la nuit, parce que très souvent nous faisons... On dirait que ce camarade est un ami de Francis Combe. Mais nous évoquons généralement nos insomnies et nos émissions de poésie. J'ai dit nos insomniaques, je ne sais pas si vous voyez le jeu de mots. Et j'avais une librairie dans le temps qui s'appelait Les Insomniaques. Ah oui. Les Insomniaques. Tu sais, je voudrais te demander quelque chose. Si tu peux lever ton micro. Dans les textes que je voudrais que tu puisses me lire éventuellement. Et que tu as retrouvé, que je n'avais pas perdu. Oui, bien sûr que non, je bats ma coulpe, mais il y a autre chose. Bon, ça c'est rare. Je voulais dire, dans ceux que je t'ai envoyés par contre, par courriel, je serais content de savoir si tu peux trouver Couturier. Oui, bien sûr. Parce que Couturier... je vous dirai pourquoi après. J'aime bien la chute, mais vous verrez pourquoi. La chute en plus. La chute de Couturier. Mais je vais me permettre de lire tout seul, comme un grand texte de Pierre Sellos, qui a écrit ce texte le 4 février 2014. Donc vous voyez, c'est relativement récent. Le titre c'est « Quand ». Quand la rue fait la loi et que les politiques n'ont pour unique objet que garder leur prébande, quand les démocraties n'offrent qu'un ventre mou pour servir de rempart aux faces réactionnaires, quand les totalitaires fascistes de tous bords appellent au pouvoir un courant populiste, quand les parlementaires n'exercent plus leur rôle et qu'ils n'ont pour souci qu'à les pêcher des voix, quand un gouvernement qui se prétend de gauche revient sur des acquis des plus fondamentaux, quand on n'a pas compris qu'il faut forcer les peuples à franchir malgré eux les portes du progrès, quand il est évident qu'on érige la peur en valeur absolue qui fige le présent, on peut s'attendre alors à revoir comme avant, trôner sur une place, le rasoir de la justice. C'est fort, c'est simple, le rasoir de la justice, tu penses à la guillotine. Justice, c'est la guillotine, oui. Docteur. Oui, docteur. Très chouette, mais déçu de la gauche, Pierre Sellos ? Déçu, on est toujours déçu des gens qui prétendent, soi-disant, hériter de ce que la résistance a laissé en 1946 comme legs sur le plan social et sur le plan justice. Tout est bouffé, tout est mangé, il ne reste plus rien, quoi. Maintenant, on est dans le ridicule achevé. Page 102. Jean-Luc Maxence. Pour une fois, je prends mes risques. Au tournant du siècle. Aborder la question de la poésie et de la politique, c'est nécessairement aborder celle de la politique d'édition qui règne en poésie depuis quelques années. Pour ma part, si je veux analyser quelque peu l'évolution politique de l'édition poétique en France, en m'appuyant sur le travail de revutistes, d'éditeurs et d'animateurs de poésie depuis 30 ans au moins, je dirais un peu tristement que la grande édition, concernant le chiffre d'affaires pour le moins, a tendance à ne proposer aux lecteurs que des poètes consacrés et souvent découverts par la petite édition passionnée qui refuse de rendre les armes sous prétexte qu'on ne lit pas, que la poésie n'est plus guère un genre populaire, elle représente moins de 4% en librairie. Et enfin, ça va te plaire Pierre, tout cela à nos yeux ne signifie pas que les éditeurs de poésie doivent tous en chœur se prendre sans retenue pour des résistants de la guerre de 1940, des héros de Verdun ou des Astérix batailleurs. Et il en est de même peut-être pour le poète à venir. Les rappels historiques sont utiles, certes,
mais ils ne doivent pas freiner les diversités fécondes pour le futur, sous peine de réduire à une peau de chagrin la réalité de la liberté de penser et de se révolter hors du commun. De ce côté-là, la défense des revues, même modestes, demeure d'intérêt public, sous la gauche comme sous la droite. La récapitulation des revues actives est fréquemment dépassée quelques jours après sa publication. Il n'empêche, poésie et politique, où en sommes-nous pour être confrontés à un virage si difficile à négocier, peut-être au bord de l'accident et du précipice. Ça se recoupe, hein, malheureusement. Absolument. Ça se recoupe. Et c'est ennuyeux que ça se recoupe, ça, parce qu'on n'est pas totalement abruti. Ben oui. On ne vient pas de la même source, mais on vient aux mêmes conclusions. Mais bien ça, sûr. ça craint. Comme dirait mon voisin, souvent j'avais un voisin Ça à craint. l'école, il disait ça craint. En poésie, ça craint. Oui, ça craint. Mais on peut se poser la question, puisque la politique fait partie aussi de nos marottes. Il y a eu des ministères, le ministère de la Culture. Je me souviens plus qui a été le premier ministre de la Culture. Mais je crois bien que c'est Malraux. C'est André. Ouais, oui, c'était oui. pas mal, Malraux. Et même si vous interrogez donc maintenant, interrogez donc des gens comme Francis Combes, donc qu'on peut situer. Il y avait De Guy communiste. aussi, tu te souviens? Oui, il y avait Et c'est- Michel De Guy, oui. Michel De Guy, qui Oui. était pourtant de droite Oui, et qui a été fortement aimé par tous les artistes. Mais en bien général. sûr. Mais enfin, bon, c'est quand même De Gaulle qui avait... bah, Malraux, c'est quand même quelqu'un. Oui. D'accord. Malraux était capable de gueuler contre le fascisme en Espagne, et puis il était capable de ne pas être communiste uniquement devant Staline, la bouche bée. Non, C'est quand mais même c'est- intéressant. Mais que nous reste-t-il de ce ministère de la Culture? Peau de chagrin. Ça rime avec I, Peau pour de l'instant. chagrin. Il reste Madame I. Qui n'en aurait plus pour très longtemps, Oui, mais ça, c'est égal. Elle fait ce qu'elle peut. Mais avec les moyens qui lui sont donnés. je sais C'est-à-dire pas, pas vous de savez, moyens maintenant. il y a, mais bien sûr, mais je suis d'accord, elle a très peu de moyens, mais bon, regardez le problème, moi je suis pas capable de savoir qui a raison, je suis pas un homme politique, mais les intermittents du spectacle, Oui. vous en entendez parler, bon, évidemment, si les intermittents du spectacle, c'est Jean-Marc Tenberg qui lisait magnifiquement des poèmes, il faut les défendre à 100%, Mais bien à sûr. 200%, à 300%. Mais si c'est des médiocres qui ne lisent que des poèmes incompréhensibles et qui pensent que, bon, on se dit, bon, est-ce que c'est logique? Je ne sais pas. Ce qui est terrible, c'est que on ne croit plus aux hommes politiques. Et il faut se poser la question, J'ai pourquoi? un joli petit Parce texte qu'ils ne sont là-dessus. pas à la hauteur J'ai de quelques- leurs ambitions, de leurs Je peux vous le vocations. lire, ce petit texte-là? Bien sûr. Vous allez Et voir. ça, c'est quand même évident. Mais- Les ministres de la Culture, écoutez, c'est terrible, mais Mitterrand, l'avant-dernier ministre, il était plus à gauche que la madame qui est à gauche actuellement. Je vous assure. Regardez qui l'accueillait comme poète, Mais oui, comparé. bien Et sûr. c'est navrant, c'est pas de la politique, ça, c'est du vrai. C'est terrible, c'est terrible. On se dit, mais alors on est où? On est où? On est où? Chez les copains. Jacques Lang a été un très bon ministre de la Mais bien Culture, sûr, tout le de monde- gauche. Bon, Bien sûr. Malraux a été un très bon ministre de la Culture, de droite, dans le truc classique. Hein, Ben oui, classique. bien sûr. Et puis il y a eu des cons, mais des cons, mais des cons. Ah, il y a eu vraiment des cons. Les cons sont là. Oui, Et quand nous une fois de servent. plus, c'est encore à la mode. Bon, voilà le petit texte que j'ai concocté là. C'est une réaction, vous savez, moi souvent j'écris aussi en réaction. Ça s'appelle absolument, mais écoute bien. Ça s'appelle le moule à gaufres. Sorane, ô ma Sorane, ne vois-tu rien venir? Aucune nouveauté dans nos têtes pensantes, pas la moindre étincelle? Il est vrai qu'on les forme dans les mêmes écoles, faites pour formater les cadres du pays. Ce sont des gestionnaires et non des politiques. Le système est malade, le système se meurt. Brutus est déjà prêt pour le coup de poignard, précédant de très près le tomber de rideau. Ne reste-t-il plus rien pour sauver la galère? La barcasse prend l'eau. La société civile aurait bien des idées, mais il n'est pas question qu'elle donne son avis. L'amiral est issu du même moule à gaufres que tout son équipage, identique en tout point. Ils se servent de nous en tant que confiture, mais il viendra un temps, et c'est inévitable,
ou le pot sera vide. J'avoue ne pas savoir la fin de cette histoire. En est-il parmi vous pour en trouver la suite? C'est excellent. Mais bien sûr. Excellent, mais bien Pierre sûr, mais bien sûr. Entre nous, Pierre, pas de politique. Généralement, ceux d'en haut n'aiment pas que ceux d'en bas. Ben oui. Bon, se mêlent de leurs affaires. Et comme ces choses-là sont bien faites, généralement ceux d'en bas préfèrent ne pas se mêler des affaires de ceux d'en haut. Ainsi, tout peut continuer comme si de rien n'était, et le haut et le bas peuvent rester à leur place. Eh ben, j'aime beaucoup ce poème, Oui, moi Accord aussi. de Francisco. Ben oui, c'est bien sûr. magnifique, ben, bien sûr, bien Ben sûr. oui, c'est Eh ben, plein, c'est l'évidence. Voilà. Et je vous assure, dans presque tous les domaines, hein, ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi je fais allusion. Ça bouge Dans pas presque tous les domaines, quand vous bougez un peu avec vigueur, on vous dit la porte. Oui, bien Et sûr. si vous avez assez de corpulence, excusez-moi, je fais allusion à ton ventre, mais au niveau spirituel, Ben oui. vous restez et vous ne sortez pas. Ben voilà, et c'est vous tout. changez un peu les choses. Oui, Mais et si puis- vous vous dites ils vont me tuer, Et puis ils vont m'assassiner, Ouais. je suis pas bon parce qu'il y a des pays où ils assassinent. Hein. Oui, bien sûr. Eh ben c'est- il vaut mieux partir. Ah, il y a un compliment de Franck Balmary qui vient d'écrire. Elle est géniale cette émission. Ça fait vachement plaisir. Hein. Vraiment, C'est bien, vraiment. c'est bien. Nous Bah le oui. savions, mais Bah. c'est bien quand vous nous le dites. Oui, on apprécie quand même, hein, nous. Mais bien sûr, On n'est pas désincarnés. hein. les compliments, exactement. Couturier. Pour les grands couturiers, la femme est un objet qu'ils rendent désirable. Ce n'est pas sans raison que le mot mannequin sert à l'être et la chose. Une fronce, un volant, un soupçon de dentelle, deux pinces à la taille, un col en capeline, un peu de mousseline, et la belle est parée. À partir d'un dessin, en 3 coups de crayon, la silhouette est tracée par un enchantement de la métamorphose. Il n'est un papillon. Le maître est assisté de ses petites mains. Il leur confie le soin de sublimer la robe par une broderie, une fleur, un ruban. Il ne restera plus, pour achever le tout, que l'éclat d'un bijou et la touche finale d'un parfum capiteux, porteur de souvenirs. À quelques exceptions, ces Merlin du ciseau, créateurs de génie qui habillent les femmes, ne sont pas de ceux qui les dévêtiront. Et comme il faut écrire une chute au poème, je n'ai pas trouvé mieux qu'une chute de rein. C'est très bien. Il écrit génial, hein. Ouais. J'aime bien Pierre Sellos. C'est pas parce remercie. c'est pas parce qu'il fait cette émission avec nous, mais Bah j'aime si, bien c'est cette aussi façon. pour ça. Bah, autrement, Vous voulez dire, ça pourrait être une coïncidence? oui. Et le hasard. Ah, ça. Le hasard, c'est le nom pudique de Dieu. Eh oui, absolument. Une On fois y de revient, plus, on y j'y revient. arriverai, hein, mais ils vont tous partir à Lourdes. Tu le Et moi, capteras. j'aurais l'air malin. J'aurais l'air malin, vraiment. Ouais. Bon, pour vous parler aussi un peu de la connerie du Alors, monde. un texte qui a écrit une phrase, qu'a écrit Christian Trameau, Oui, le hasard n'existe pas, le déroulement de nos vies est écrit sur un grand livre, et nous lisons parfois les mêmes pages. c'est pas mal C'est aussi. chouette, ça. hein, Christian. Oui, c'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Bon, on est presque au bout de l'émission, donc on va quand même rappeler que nous avons sélectionné, hein, c'est l'heure de le rappeler, Oui. nous avons sélectionné 11 poètes de la valeur de ce qu'on vous a lu. On était assez surpris, c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais donner les noms? Oui, ces bien 11 sûr, poètes, hein. ce serait intéressant. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de gagnant. Il y a des- Oui, et j'ai pensé même, j'ai rêvé un instant, mais on en parlera dans la prochaine émission. Je m'étais dit, et si on publiait une petite anthologie des meilleurs poètes qu'on a reçus? Mais on n'en a pas reçu suffisamment pour le faire. Mais ça aurait pu se faire. Hein. Alors, voilà les 11 poètes qui sont sélectionnés. Il y a Véronique Facy, F-A-C-Y. Hervé Six Bourbon. Je ne sais pas si c'est la famille Bourbon, ça va déplaire Avec Six, à ça Pierre. fait penser à- C'est amusant, Six Ah, moi, j'ai Bourbon, rien contre. mais c'est amusant, ça m'a amusé. Oui. Je suis tombé sur un recueil et j'ai reçu ça, j'ai trouvé ça intéressant. Florence Auden Bernanoseux.
Ça, c'est une petite amie, à mon avis, cachée de Bob... oh là là, ça continue. De Jean-Claude. De Jean-Claude Carton. Ensuite, Mohamed Guelmi, donc poète d'Algérie. Oui. Tout à l'heure. Marina Pessic, Jean-Pierre Vinite, Jean-Marc Lambert, Denis Émorine, Guy Alix, Philippe Rebel, Marie-Josée Desvignes, Martine Gabrielle Konorowski, et voilà. Alors, si par hasard, il y a quelqu'un qui s'entend... Sur le pont des Arts. Oui, évidemment qu'elle ne pense pas être devenue du jour au lendemain Louis Aragon ou Marceline des Bords de Valmore, mais elle peut rêver un peu à ce prix objectif. Qui sera remis rappelons-le, à la librairie... De toute façon, à la librairie, Racine. Et que les gens qui veulent aider la poésie, on va présenter plus large encore, que ceux qui veulent nous voir le visage magnifique de Jean-Luc Maxence, du pseudo-Bob, de l'anti-Bob de la poésie, le visage, vous voyez, de Jean-Claude Carton, le visage de Pierre Sellos. Les femmes en sont absolument folles. De mon visage qui n'a rien d'extraordinaire. Et pouvoir parler de vraie poésie et pouvoir voir ce que l'on essaye de vendre, ce que l'on essaye de promotionner. Nous avons tous rendez-vous. Débrouillez-vous. Le 21 mars, à partir de 17h30. C'est un vendredi. C'est un vendredi. Même si nous sommes 5, soyons au moins 5. Et c'est peut-être le départ de quelque chose. Et même s'il n'en reste qu'un, nous serons ces deux-là. Nous serons ces deux-là, comme dirait Francis Combe. N'est-ce pas ? Et c'est une manière de conclure cette magnifique émission. J'ai un texte à vous faire écouter. Texte tout à fait dans la verve de Pierre Sellos. C'est un garçon qui n'est pas très très connu. Et pourtant, vous allez voir, vous allez entendre surtout, moi je vais voir la vidéo, mais vous me direz ce que vous en pensez. D'accord ? Oui. Le peuple, c'est une masse informe, une foule uniforme, une copie conforme. C'est ma mère, c'est mon père. J'ai nourri mes racines au sein de Bécassine. Le peuple, il me fascine et il me désespère. Le peuple, ce sont les simples gens, ce sont les petites gens qu'on appelle braves gens pour mieux les dédaigner. La plèbe, la canaille, la lie, la valeta, besogneuse racaille d'esclaves résignés. Le peuple, il aime l'éloquence plus que l'intelligence, écrit « Vive la France » en mourant à la guerre. Il vieillit dès l'enfance, travaille plus qu'il ne pense, et n'a que son silence pour cacher sa misère. Le peuple, il paye dans l'arène les démences humaines, et il n'est de semaine qu'il ne compte ses morts. Il s'estime vivant quand il est survivant. Pour lui, être vivant, c'est ne pas être mort. Le peuple, c'est l'éternel poids de ceux qui font l'histoire, en voulant lui faire croire que c'est lui qui l'a fait. C'est l'éternelle vache qu'on suce et qu'on cravache, et puis que l'on détache à l'heure du boucher. Le peuple, sans l'aimer, sans le connaître, l'élite de sa fenêtre veille sur son bien-être parce qu'elle a très peur de la horde servile, du troupeau imbécile, quand il n'est plus docile et sort de sa torpeur.
car le peuple, il arrive qu'il se lasse de n'être que populace, de n'être que paperasse, alors il dit assez. Il monte à la Bastille, mais le peuple ne sait rien faire seul que donner des coups de gueule. Il est lâche, il est veule, il est bête, il est niais. Faut lui montrer la route, et c'est pour ça, sans doute, que finissent en déroute les jolis mois de mai. Le peuple, il coule dans mes veines, il chante dans mes gènes, et je traîne mes chaînes sur son chemin de croix. De mirage en carnage, de carnage en mirage, permettez que j'enrage, car le peuple, c'est moi. Alors, merci de l'avoir écouté, mes deux amis. Absolument. Ce garçon s'appelle Antoine Candelas. Super Ouais, disque. c'est une superbe voix. Je l'avais rencontré à plusieurs reprises. J'avais fait plusieurs émissions avec lui. C'était dans le département du Gers. Oui, et, mais tu m'en puis, avais parlé. Oui. et puis les médias ne se sont pas occupés d'Antoine Candelas. Alors que c'est vrai que c'est pas un texte politiquement correct. Mais le peuple, c'est moi. Ah, la chute. Alors, puis la voix est belle. La voix est belle. Je ne suis pas un connaisseur, mais la toute voix façon, est belle. C'est pas du tout Non, la médiocre. diction est extraordinaire. Ah, la voix c'est est très déjà- belle, oui. Ah oui, mais vous savez par quel C'est mystère. pas Hein. fadasse. Eh oui, mais C'est ça n'a pas pas dû fadasse. plaire. Ça n'a pas dû plaire. Non, parce que C'est pas compliqué, politiquement c'est correct. compliqué. Oui, Marie écrit, en parlant du C'est poème de compliqué. Pierre Sélos Couturier, j'aime beaucoup la chute. Christian écrit, non seulement nous aimons cette émission, mais nous aimons ceux qui l'animent. Il nous amène dans les hauteurs d'un temple de la culture. Oh là Marie là là écrit, là merci là. pour cette émission, je me suis régalé comme d'hab. Merci pour vos merci. Ben, merci pour Ah oui, vos oui, merci, absolument, absolument. oui. Et alors, Et quelle alors, est la la date de la La prochaine prochaine émission. Oui, Tu as parce raison. que Jean-Claude Oui. oublie complètement de faire sa propre... Est-ce que réellement tu penses que Bob, sur sa web TV, radio plus exactement, web radio, Mais non, c'est ferait une aujourd'hui, émission c'est ma langue qui a consacrée à la poésie? Non mais franchement, J'ai eu tellement... Bon, déjà allez. qui massacre la franc-maçonnerie, Allons-y. mais bon. Jean-Luc Maxence, Pierre Sélos, ce sera le vendredi 28 mars. Et on fera le point, on essaiera ensemble, nous trois, si vous voulez bien, on essaiera d'analyser ce qui s'est passé pendant le printemps des poètes. J'essaierai de vous amener des éléments. C'est de quelle date à quelle date, si tu veux bien le rappeler? C'est du 6 mars à la fin mars, en gros. Hein. D'accord. Et d'accord. là, on fera un effort. C'est pour ça que si vous y pensez, venez nous voir 23 rue Racine. 23 rue Racine. Alors Le c'est 20. facile comme tout. Si vous êtes à pied, bah, prenez le bus, prenez le métro, allez-y en vélo. Et sinon, c'est dans le boulevard Saint-Michel, la première rue sur la gauche. Quand vous descendez, que vous allez du côté du RER Oui, Saint-Michel. c'est ça. Ou alors, vous allez place de l'Odéon. Et c'est à des... Oui, c'est pas mal non plus. Et voilà, Hein, la rue Racine donne sur la place de l'Odéon. C'est facile à trouver. Et c'était une librairie qui a été la librairie de grands poètes comme Guy Chambellan, comme Jean Breton, etc. Et on t'y retrouve tous les matins, Jean-Luc? On m'y retrouve presque tous les matins. Presque tous les matins. Si par hasard je n'y suis pas, glissez un mot doux sous la porte en disant c'est l'émission. Les horaires d'ouverture de la librairie Racine? Eh bien, c'est 10h30, midi et demi, et l'après-midi, 14h30 jusqu'à 18h par là. C'est bien d'avoir repris. Là, je crois que tu as pratiquement satisfait tous les rêves qui étaient les tiens. Hein. Ça, alors là, pour terminer une émission, presque. Il Presque. me reste encore un peu de force. J'ai encore un rêve, allez, c'est pour finir, écrire la même chose que le livre qui vient de sortir sur la chanson poétique. Ça me plairait beaucoup. Et je demanderai rappelle- l'aide de Pierre, de Et toi. je de- rappelle Ça m'intéresserait beaucoup. que mon ami, justement spécialisé dans la chanson, Oui, hein, c'était Jacqueline Ernaud, oui. qui est, c'est une groupie de tout ce qui est chanson poétique,
Hein, et entre autres, elle adore Bertin. Oui. L'a connue. Non. Mais C'est si. pas- Jacques Bertin. Oui, non, mais attends. Elle est extraordinaire, Jean-François Morand, je le cette connais. copine. Elle doit connaître tout, puisque de toute façon, elle est de tous les festivals. Elle va traverser la France rien que pour écouter des gens qu'elle connaît déjà et des gens qu'elle ne connaît pas aussi. À mon avis, il y a une faiblesse. Bon, on J'ai va une- pas terminer l'émission sur les J'ai faiblesses une poétiques. faiblesse, mais c'est une vieille copine en fait. Pierre, emmène-moi Francesca Soliville. Ah, c'était une grande dame, Tu ça. veux Solville? C'était une grande dame, ça. Ben oui. Ah, il y en avait d'autres comme ça. Ben oui, ben justement, j'ai souvent des nouvelles. Catherine Ribeiro. Solville. Ah, Catherine Ribeiro, elle- c'était elle, quelque chose. C'était bien ça. En plus, elle m'a Ouais. chanté Solville. Ouais, mais je sais tout Et ça. elle est fidèle. Bon, Donc une nous nous fois- retrouvons le vendredi 28 mars. Oui. 28 absolument. mars. Et 17h, tu t'appelles 19h. Jean-Claude Carton, que ça soit clair. Bien sûr. Non, mais alors, Pas question de. bon sang de bon sang. À bientôt et au plaisir. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Poésie Cap 2020, c'est une émission mensuelle présentée, proposée par Jean-Luc Maxence, Pierre Selos et Jean-Claude Carton. N'oubliez pas, rendez-vous le 28 mars à 17h, c'est un vendredi. Ce générique, vous ne l'entendrez plus pendant plusieurs jours puisque je pars. Je pars. Le vol de nuit s'en va. Destination Bahia. Non, je pars pas si loin que ça, mais je pars. Je pars pendant une semaine parce que le livre, les émissions, ça a fait beaucoup. J'ai besoin de vacances, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de soleil. Donc je pars à Clermont-Ferrand. Voilà, nous nous retrouverons en direct. Les émissions ne cessent pas, bien entendu. Non, la Web TV Étoile du Cœur continue de fonctionner. Nous nous retrouverons le lundi 10 mars. Voilà, c'est la prochaine émission, lundi 10 mars, 17h-19h, avec François Michalon, éditeur lui aussi, qui recevra le docteur Alain Delabosse. Vous savez, le papa de la chrononutrition. Vous pouvez les regarder à la télé. Au revoir.